Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo sur les enfants malades parce que tout simplement mon Jonas est malade et du coup je me suis dit qu'il y avait des infos encore que j'avais apprises cette année. Donc voilà, je vous les communique. Je vais commencer par la base pour ceux qui n'ont pas toutes les infos de base et puis au fur et à mesure je vais vous parler de choses plus complexes. Le tout début, c'est comment éviter de tomber malade. Vous le savez peut-être mais je le répète quand même, c'est vrai qu'en période de forte épidémie, on essaye de faire un petit peu attention aux lieux publics. Moi personnellement je ne l'ai pas fait, je pense que c'est pour ça que mes enfants sont tous les deux malades. Là j'ai vraiment fait beaucoup de sorties, on a été à plein d'endroits où il y avait d'autres enfants et donc forcément à un moment, à un autre, il y a un virus qui vient jusqu'à nous. Donc si votre enfant est assez fragile ou voilà, s'il a déjà été malade récemment, quoi, peut-être faites un peu attention aux lieux que vous fréquentez, essayez de ne pas aller trop dans les lieux de grande collectivité sur les périodes épidémiques. Bon, vous le savez, c'était juste un rappel. Le deuxième rappel, c'est d'éviter de serrer la main et de faire la bise à tout bout de champ. Le moins vous allez être en contact avec des gens et le moins vos enfants vont être en contact avec les autres, mais physiques, le mieux ça va être. Donc, bien sûr, on est vigilant si la personne est malade, mais même si la personne n'est pas malade, on peut convenir avec certains amis qu'on se fait coucou comme ça et qu'on n'est pas obligé d'être en contact. Voilà, si on sent qu'on est dans une période un petit peu sensible où l'enfant peut-être est un peu fatigué ou quoi, on peut se méfier. Le troisième truc, ça va être le lavage des mains, mais ça, c'est un truc à vraiment respecter sur toute la période hivernale, je pense. Il faut vraiment prendre l'habitude de se laver les mains, donc il suffit d'avoir des moments clés dans la journée. En général, avant les repas, c'est pas mal. Pour ceux qui utilisent du gel hydroalcoolique, sachez que, je sais pas si c'est trop marqué dans les notices ou si vous l'avez déjà lu, déjà la notice, mais moi, dans le cadre de mon travail, on en utilise, et en tout cas, il faut pas en utiliser toute la journée sans jamais se laver les mains en parallèle. Le gel hydroalcoolique, normalement, c'est 3 applications maximum avant de faire un lavage de main avec du savon. Et un lavage de main avec du savon, c'est pareil qu'un lavage de main au gel hydroalcoolique. Il faut en mettre partout. Je vais juste vous montrer. En fait, nous, on a fait dans le cadre de mon boulot toujours des simulations des fois de, voilà, on se lave les mains, puis on va regarder avec des lumières spéciales où il peut rester des bactéries. Et c'est quand même très surprenant de voir qu'on a vraiment du mal à se laver bien efficacement les mains. Dans le cadre de mon travail, puisque je suis dans le domaine de la santé, c'est très très important. Vous, à la maison, c'est sûr que ça l'est un peu moins, mais quand même, à titre indicatif, sachez qu'on a tendance à souvent oublier de faire entre les doigts, de faire le pouce, de faire le dos de la main et même de faire un petit peu les poignets. Donc c'est vrai que quand on fait un lavage de main bien complet, il faut bien passer par toutes ces étapes là et que ce soit au savon ou au gel hydroalcoolique, c'est la même chose. Si vous mettez un peu de gel hydroalcoolique dans le creux de votre main et que vous faites ça, vous n'avez rien lavé du tout, hein, c'est pas efficace. Donc c'est vrai que ça demande une certaine dose de produit et du coup peut-être que les petits flacons qui vendent là, c'est pas c'est vite épuisé, hein, c'est clair. Mais bon, ça dépend quel usage vous en faites. Je voulais juste vous faire ces éventuelles infos ou éventuels rappels fonction des connaissances que vous aviez déjà. Maintenant, si votre enfant tombe quand même malade, pour ceux qui ne le savent pas, voyez quand même avec votre convention collective, vous avez peut-être des jours enfants malades qui sont dispo. Les jours enfants malades, ça dépend vraiment des conventions, on n'a pas tous la même chose. Par exemple, vous pouvez en avoir 2 par enfant. Donc voilà, dans l'année, vous aurez droit de vous absenter 2 fois en étant rémunéré. Par enfant. Donc si vous avez 2 enfants, vous aurez 4 jours enfants malades. Voilà, c'est assez facile à comprendre. Je vous laisse vous renseigner pour savoir de quoi vous pouvez bénéficier. Et sachez que pour bénéficier de ces jours enfants malades, il faut quand même que votre médecin ait vu le docteur et que votre docteur vous ait fait un papier comme une ordonnance indiquant que votre enfant a besoin d'une personne à son domicile. Une personne, pas 2. Alors je sais qu'il y a certaines entreprises qui ne chipotent pas sur ça, mais d'autres chipotent. Voilà, d'autres, moi je sais que par exemple mon conjoint, dans son entreprise, s'ils ont une copie, c'est ok, donc il peut s'absenter et moi aussi. Moi dans mon entreprise, il faut l'original et donc il faut juste que ce soit moi qui puisse m'absenter puisque c'est marqué souvent a besoin d'un parent à son chevet. 1 ou 2 par an, je sais plus comment c'est formulé, enfin en tout cas voilà, renseignez-vous bien sur vos droits et essayez de pouvoir en bénéficier si vous avez droit à ça, parce que c'est quand même bien pratique de pouvoir rester au chevet de son enfant. Sur les traitements eux-mêmes que vous allez pouvoir leur donner, il y a un médicament que tous les parents doivent avoir dans leur pharmacie de toute façon, c'est le Doliprane, comme ça c'est du paracétamol en sirop, donc c'est à partir de la naissance jusqu'à 9 ans, donc à partir de 3 kilos, ça se donne en pipette, en fait c'est un dosage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dosage qui se fait au poids. Donc en fait, il y a une mesure par kilo. Donc en fait,
quand vous allez aller au docteur, il sera toujours très important de savoir le poids de votre enfant pour le jour où vous devrez lui donner un médicament qui se fait au poids tel que le Doliprane. C'est sans ordonnance, disponible en libre service si vous en avez besoin comme ça en urgence, mais c'est aussi sur ordonnance, ça peut être voilà, ça peut être votre médecin qui vous le prescrit et je crois qu'à ce moment-là vous pouvez avoir un remboursement. Donc vous pouvez en parler avec votre médecin pour qu'il vous le mette sur une ordonnance et que vous en ayez dans le placard si vous n'en avez plus. Sachant que du coup le paracétamol comme ça c'est pas ennuyeux d'en donner du tout à condition de respecter les doses. Pour ça, je vous laisse en discuter avec votre médecin, etc. Mais c'est pas ennuyeux du tout parce que ça va juste faire descendre un petit peu la température sur quelque chose de pas grave. Si jamais votre enfant a quelque chose de grave, même avec du paracétamol, la température va avoir tendance à rester quand même. C'est à ce moment-là que certains parents pensent à prendre de l'Advil. Alors l'Advil, moi j'en ai discuté plusieurs fois avec plusieurs médecins. Donc l'Advil, c'est pareil que le Doliprane, c'est disponible... Enfin c'est pareil. Non, c'est pas la même molécule puisque ça c'est de l'ibuprofène alors que l'autre c'était du paracétamol. Mais je veux dire, c'est disponible en pharmacie sans ordonnance. Sauf que je vous encourage pas à en prendre sans avoir un avis médical. Parce que l'Advil c'est tellement puissant, enfin ça a pas le même effet que le Doliprane et ça peut tout à fait cacher des symptômes qui seraient là pour nous indiquer que notre enfant va mal. Donc ne donnez pas d'Advil sans que votre médecin ait une consultation médicale. En tout cas moi c'est la recommandation que je vous fais. Ce qui n'empêche pas qu'il nous est arrivé à certaines occasions d'utiliser de l'Advil, nous, mais toujours après que notre enfant ait pu avoir d'abord un examen clinique et qu'on sache voilà quand même ce qu'il avait à peu près. Sachez qu'il faut se méfier, que si vous avez l'habitude de donner de Doliprane et que d'un coup vous donnez de l'Advil, la pipette de l'Advil n'est pas la même. Et du coup, n'interchangez pas les pipettes, puisque la pipette n'est pas graduée du tout de la même façon. C'est aussi un dosage au poids, mais les graduations sont beaucoup plus petites. Donc si vous prenez une pipette de Doliprane pour donner de l'Advil, vous allez donner une quantité d'Advil qui va être beaucoup trop forte. Alors attention, hein, c'est vraiment des petites choses comme ça, mais ça peut entraîner des petits accidents si on n'est pas vigilant. Troisième médicament que vous allez peut-être devoir donner à votre enfant, si c'est pas juste un virus, si c'est une infection bactérienne, soit au niveau des oreilles, de la gorge, enfin en tout cas qu'il y a quelque chose d'infectieux qui est là et qu'il faut passer aux antibiotiques, vous allez peut-être devoir donner, souvent c'est de l'amoxicilline. Alors c'est une petite bouteille avec de la poudre. Il faut rajouter de l'eau, donc prenez plutôt de l'eau minérale, et puis il faut secouer, donc c'est jusqu'à une certaine hauteur, il faut secouer, et une fois que le mélange est préparé, il faut le conserver au frigo, d'accord? Alors que les deux autres, non. Une fois que vous l'avez conservé au frigo, vous allez devoir le donner, et pour le donner, c'est une petite cuillère mesure, donc là c'est pareil, le médecin va sans doute vous dire de combien vous devez... voilà, doser dans la cuillère, vous verrez, c'est pas évident. Et personnellement, je trouve que mes enfants ont vraiment du mal à prendre quelque chose correctement à la cuillère au niveau médicaments parce que parfois ils sont pas trop motivés à prendre leurs médicaments. Donc je réutilise une pipette, en fait je fais le dosage dans la cuillère, puis je réutilise une pipette, la plus souvent celle du Doliprane, mais ça n'a pas d'importance, une pipette pour absorber dans la cuillère et donner ensuite à la pipette. Je trouve que surtout avec les petits, c'est plus facile de donner des médicaments à la pipette qu'à la cuillère. Enfin en tout cas là, moi mon Jonas... à la cuillère, on n'aurait aucune chance parce qu'en 2 secondes, il nous donnerait un coup de dent, ça serait tout par terre. Donc voilà, c'est vrai qu'à la pipette, il n'est pas hyper motivé, mais on y arrive quand même avec de la distraction. Pour Enzo, je croyais que tous les enfants adoraient les médicaments parce qu'Enzo, j'ai jamais eu de problème à lui en donner parce que voilà, ça a un goût un peu bonbon et Enzo aimait bien. Pour Jonas, j'ai compris ma douleur quand je me suis rendu compte que même le Doliprane, c'était un calvaire. Alors on y arrive à plusieurs en fait, soit si vous avez les mêmes problèmes, ce qu'on utilise comme stratégie, c'est soit un petit peu de distraction, soit de faire tous A devant lui et ça le fait faire A par imitation. Et puis après on fractionne parfois. Alors il faut éviter de trop fractionner les médicaments, mais s'il arrive vraiment pas à prendre toute la dose en une fois, bah, on lui donne vraiment petit bout par petit bout dans un laps de temps le plus court possible. Sachez aussi, donc si jamais votre enfant est malade, là vous devez appeler un médecin et que votre médecin n'est pas là, qu'il existe peut-être dans votre entourage des maisons de garde. Alors parfois elles existent et on les connaît pas, donc parlez-en à votre médecin pour les connaître. Moi j'ai appris dernièrement qu'il y en avait une à côté de chez moi. Je pense qu'elle est ouverte depuis pas longtemps, mais du coup je le savais même pas. Donc parfois certains médecins en fait se mettent ensemble pour faire une maison de garde. Et donc ça fait un lieu où par exemple le soir ou le week-end, vous aurez quand même quelqu'un de joignable. Sinon, sur 3 départements, donc la Corse, les Pays de Loire et la Normandie, depuis fin 2017, il existe un numéro de médecin conseil. Si voilà, si vous avez un doute sur quelque chose, vous voulez contacter un médecin, mais c'est pas pour autant une urgence qui vous encourage à appeler le 15, puisque le 15 c'est le SAMU, donc c'est vrai que moi je suis un peu gênée d'appeler le SAMU pour quelque chose, voilà, de pas très grave. Mais voilà, ce numéro-là, si vous êtes sur les départements Corse, Pays de la Loire ou Normandie, vous pouvez l'appeler, c'est le 116 117.
Voilà, donc peut-être que vous le saviez pas, peut-être que ça peut vous rendre service, je vous donne l'info. Par ailleurs, pour votre enfant, donc une fois qu'il est pas bien à la maison, que vous êtes là à le choyer, il y a plusieurs petites astuces pour essayer de le mettre au mieux. C'est de fractionner ses repas, peut-être que vous y pensez pas, mais en tout cas, voilà, dès que votre enfant veut grignoter un truc, franchement, vous vous préoccupez pas de son équilibre alimentaire, etc. Ça, on s'en fiche. L'essentiel est qu'il continue de manger quelque chose, peu importe à quelle heure de la journée, et ce qu'il veut manger, peu importe. Vous lui donnez quelque chose quand il en a envie, vous le laissez se reposer au maximum. Et s'il a chaud, s'il a de la température, attention, je sais qu'avec mon conjoint, ça a été vraiment... un débat, voilà, on peut dire ça comme ça, parce que mon conjoint, lui, il avait la notion qu'il fallait vraiment couvrir un enfant qui grelottait, qui avait froid parce qu'il avait de la température et que du coup, il frissonnait. Et moi, je lui disais non, il faut pas trop le couvrir. Et donc, je vous le dis, non, il faut pas trop le couvrir. L'enfant qui frissonne parce qu'il a de la température, il faut le laisser frissonner. C'est peut-être un petit peu dur, mais c'est comme ça. Même parfois, il faut le découvrir parce que vraiment, le risque chez les tout petits, c'est l'hyperthermie. L'hyperthermie, elle peut même entraîner une crise convulsive. La crise convulsive, c'est l'enfant qui a tellement chaud qu'à un moment ça va un peu disjoncter chez lui, il va se mettre à convulser carrément et puis après il peut perdre connaissance, hein. Donc c'est assez impressionnant pour les parents. Il faut savoir que ça peut arriver entre 0 et 5 ans, que le pic des convulsions qu'on observe comme ça sur des hyperthermies, c'est plutôt vers les 18 mois et qu'il n'y a pas grand chose à faire, hein. C'est pas grave, c'est juste impressionnant et c'est vrai que voilà, si on peut l'éviter, c'est bien. Donc faut se méfier, il faut découvrir son enfant s'il a trop chaud. Et si toutefois il faisait une crise convulsive, et bien dans ce cas-là, je vais vous mettre là en barre d'infos. Je vais vous mettre des liens dont je voulais vous parler de toute façon depuis ma dernière vidéo sur les gestes de premier secours. Je vous avais dit que voilà, je pense qu'il est important de se former. Et entre-temps, j'ai découvert des vidéos toutes simples et assez récentes et très bien expliquées. Je les ai visionnées pour être sûre et je vais vous les mettre en barre d'infos. Ça vous permettra de savoir quoi faire si votre enfant perd connaissance, si votre enfant s'étouffe ou si votre enfant malheureusement fait un arrêt cardiaque. C'est pas très courant, mais si un enfant fait un arrêt ventilatoire, il tombe très vite en arrêt cardiaque en fait. Un petit, très vite il va être en arrêt cardiaque. Donc on sait jamais, ça peut arriver, un accident soit avec vos propres enfants, soit avec un enfant de votre entourage. C'est bien d'avoir au moins visionné un petit peu ces vidéos. Regardez-les pas une seule fois, sinon vous allez vous rappeler de rien. Essayez de vous forcer à les regarder, vous les mettez dans une playlist quoi, et vous forcez à les regarder plusieurs fois pendant quelques temps. Après, l'info devrait être quand même assez encodée. Et pour mieux encore encoder l'info, essayez de l'expliquer. Par exemple, vous regardez les vidéos et après vous expliquez à votre conjoint ce qu'il faudrait faire en cas d'étouffement par exemple. Et en expliquant, vous allez encore mieux encoder les choses, ce qui vous permettra de mieux le savoir. Parce que par exemple, dans le cas d'une crise convulsive, sur une hyperthermie, sur un simple virus, sur une bronchiolite ou n'importe quoi, votre enfant va perdre connaissance et vous allez peut-être vous sentir un petit peu démuni. Donc en ayant regardé ce genre de vidéo, au moins vous saurez un peu ce qu'il faut faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est pas très globe tout ça, mais c'est la vie, ça arrive. Les enfants sont parfois malades. Là, je vous dis, les deux miens sont malades, donc trop chouette ambiance à la maison, vous imaginez. Mais bon, c'est comme ça. On va les soigner et puis ça va passer. Je vous souhaite bon courage si vous êtes aussi dans une période d'enfants malades. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.